Bonjour, alors juste avant de prendre connaissance de la vidéo que j'ai préparée pour vous en ce qui concerne toutes les questions sur la reprise de l'école, donc dans les prochaines semaines, c'est important pour moi, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que vous puissiez savoir que lorsqu'on parle de la région métropolitaine, donc de la communauté métropolitaine de Montréal, ça n'inclut pas seulement que la ville de Montréal. Alors donc, ceux qui vont débuter plus le 18, on parle plus de l'agglomération de Montréal, pas principalement, mais plus de l'Assomption, Les Moulins, Sainte-Thérèse de Blainville, Mirabel, Laval, Deux-Montagnes, Marguerite-Diouville, la vallée du Richelieu, agglomération de Longueuil, Roussillon, Beauharnois, Salaberry, Vaudreuil-Soulanges, Rouville et naturellement Montréal, la ville de Montréal elle-même. Donc, 14, si je ne me trompe pas, endroits qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors donc, toutes ces régions-là vont réouvrir plus la semaine du 18 mai. Les autres en région, donc les autres municipalités à l'extérieur de la CMM qu'on appelle, eux vont réouvrir le 11, donc une semaine avant. Alors donc, prenez connaissance du vidéo, juste ne pas vous induire en erreur, là, je voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Bonjour et bienvenue. Alors, je suis heureuse de m'entretenir avec vous, naturellement, de cette nouvelle qu'on a reçue, à laquelle on s'attendait concernant le retour imminent en classe. Alors, ça y est, c'est fait, c'est décidé, c'est offert aux parents de retourner leurs enfants en milieu scolaire. Alors, il y a eu beaucoup de préparations qui se sont faites naturellement du côté du ministère. Et là, pour les 2 prochaines semaines, en milieu scolaire, les enseignants, les professionnels dans le milieu scolaire, nous allons tous nous affairer à faire en sorte que ce retour-là se fasse de façon positive et agréable et constructive. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit, qui m'ont contacté naturellement pour être capable de prendre une décision éclairée, à savoir est-ce que j'envoie mon enfant. Naturellement, en tant que parent, on est déchiré, on a peur, il y a la crainte, on est déchiré entre le besoin de dire oui, je vais envoyer mon enfant à l'école parce qu'il est en difficulté pour n'importe quelle raison, parce que je sais qu'il a hâte de retrouver ses amis, de retrouver son enseignante et tout. Et on se pose toujours la question et on est toujours mitigé entre plusieurs questionnements. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous aider à éclaircir, à être capable de vous positionner en tout respect. Et c'est important parce que chaque personne a sa raison et c'est important de la respecter. Je dois vous dire que le ministère depuis hier, a fait parvenir à toutes les directions générales des commissions scolaires ainsi que les directions générales de tous les établissements d'enseignement, que ce soit privé ou public, donc les commissions scolaires en ce qui concerne le public. Et il y a vraiment un document de 17 pages dans lequel il y a beaucoup d'informations, beaucoup de directives en ce qui concerne les acteurs premiers dans le milieu de l'éducation pour le retour de vos enfants à l'école. Alors, il y a déjà quelque chose de mis en place. Naturellement, il y a la santé publique qui sera très impliquée dans le dossier, ainsi que les normes du travail qui vont donner des procédures pour les enseignants, les travailleurs qui seront sur place. Alors, il y a un guide qui va être transmis aux directions d'école, aux enseignants, possiblement aux syndicats aussi, pour vraiment être capable de répondre à toutes les questions que les enseignants ont. Et je ferai une capsule aussi principalement pour mes collègues enseignants. C'est important pour moi de les outiller, de leur amener des informations qu'ils ont peut-être déjà ou qui vont s'en venir, ou bref, qu'ils auront une deuxième fois avec moi. Pour vous, les parents, alors c'est important, on se pose beaucoup de questions, entre autres la question, ça va être quoi la procédure qui va être mise si jamais on décèle un cas de COVID à l'école? Alors que ce soit un enseignant, que ce soit un enfant et qu'on dit « Oh mon Dieu, il y a des symptômes de COVID, cet enfant-là ». Quelles sont les mesures que le ministère a mises en place, a demandé aux commissions scolaires, aux écoles de faire? Alors naturellement, si c'est un élève, on va le retirer immédiatement, on va contacter les parents. La même chose avec un enseignant, parce qu'il est primordial que la santé et la sécurité des élèves, autant du personnel que des élèves, soient vraiment priorisées. C'est la préoccupation première du ministère. Alors, naturellement,
l'élève va être retourné à la maison. Cet élève-là, naturellement, va avoir aussi un soutien pédagogique qui va lui être offert durant toute la période du 14 jours qui, naturellement, est prescrit. Il y a une trousse aussi d'urgence qui va être prête à utiliser, qui devra être présente dans toutes les écoles en situation de COVID. Une trousse dans laquelle il va y avoir des masques, des gants, des protections oculaires, un sac refermable, etc., un survêtement. Donc, il va y avoir une trousse d'urgence dans toutes les écoles. Il devra y avoir une trousse d'urgence. Il va y avoir des indications aussi que les écoles vont devoir, qui vont être transmises par la santé publique. Est-ce qu'il y aura des tests de dépistage pour le COVID-19 dans les écoles? Non, il n'y en aura pas, parce qu'effectivement, tout comme les citoyens qui présentent des symptômes de la COVID-19, ceux-ci doivent rester à la maison et consulter. Alors, il y a aussi des liens Internet sur la santé publique, sur le site du ministère qui vont pouvoir vous accompagner par rapport à ça. En tant que parent, des fois, vous dites, bon, ben moi, est-ce que je me situe dans la zone chaude ou froide par rapport aux dates de reprise d'école? Alors, si vous n'êtes pas dans la région de Montréal, si vous n'êtes pas sur l'île de Montréal, vous êtes en zone froide. Alors, vous êtes parmi ceux qui vont reprendre l'école avant, naturellement, la zone chaude, qui est la région, la communauté métropolitaine de Montréal. Le choix des parents. Là, on est dans le choix des parents. Est-ce que moi, comme parent, je retourne, j'envoie mon enfant à l'école? Comment je peux m'appuyer? Est-ce que je prends la décision? Comment je peux prendre cette décision-là? Ou si je refuse carrément, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que, au contraire, je veux absolument que mon enfant y retourne? Est-ce que je prends aussi la bonne décision? Alors, est-ce que le parent aura une chance de faire son choix d'envoyer son enfant ou pas? Alors, effectivement, il y a une communication qui va être envoyée par l'établissement scolaire, par votre école, l'école de votre enfant, afin de savoir si vous décidez que votre enfant retourne à l'école. Ça va être important de signifier officiellement si vous désirez qu'il y retourne ou pas. Alors, vous allez avoir tout simplement un communiqué de votre école vous demandant votre décision par rapport à ça. Est-ce que vous allez pouvoir changer d'idée? Par exemple, si là, vous n'êtes pas prêt à le faire, est-ce que vous allez pouvoir changer d'idée? Oui, vous allez pouvoir changer d'idée et vouloir soit retirer votre enfant ou tout simplement, après une semaine, 2 semaines, vouloir faire en sorte de dire, écoute, finalement, je suis d'accord, je suis prêt, j'ai fait mon cheminement et je suis prêt. Alors, à ce moment-là, oui, vous pourrez le faire, mais encore là, pas en amenant votre enfant comme ça, comme un cheveu sur la soupe à l'école, sans aviser l'école. Il va falloir vraiment que vous contactiez l'école pour dire, écoute, moi, je suis prêt, je suis prête, j'aimerais que mon enfant y aille la semaine prochaine. Alors, pour que le milieu scolaire, l'école, le milieu de l'éducation, le milieu scolaire auquel est rattaché votre enfant puisse, à ce moment-là, s'organiser pour l'accueillir dans les jours, la semaine suivante. Ensuite, les services de garde. Alors, naturellement, les services de garde, oui, effectivement, il y en a qui sont déjà en place pour les services essentiels. Ces services essentiels-là vont se faire jusqu'au 8 mai ou jusqu'au 15 mai dans la région métropolitaine. Alors là, c'est ça qui va être mis en place. Mais ceux qui se prévalaient déjà du service de garde pourront s'en prévaloir de 7 à 18 heures à ce moment-là, tel qu'il était convenu, mais il va falloir aussi que vous avisiez le milieu scolaire du fait que vous voulez vous bénéficier du service de garde. Je veux revenir sur le fait, est-ce qu'un enseignant peut recommander le fait que l'enfant retourne en classe? Effectivement, l'enseignant, c'est le spécialiste de votre enfant, il connaît son cheminement scolaire, alors c'est le premier qui peut vous outiller. Vous pouvez en parler avec lui pour dire, écoute, est-ce que ça serait bon? Est-ce que tu juges bon que mon enfant, ça va être significatif pour lui que mon enfant retourne en classe? Alors oui, effectivement, un enseignant pourrait recommander le retour en classe d'un élève, certainement. Alors, pour revenir au service de garde, effectivement, le ratio qui sera appliqué dans les services de garde, donc, ça sera un ratio de 10 élèves par éducatrice. C'est ce qui est prévu par éducateur, par éducatrice, un ratio de 10 élèves. Lors du retour des services de garde réguliers, c'est-à-dire que pour le moment, c'est un 10 élèves de ratio pour le moment pour le service d'urgence. Par contre, lorsque le retour à la normale surviendra, le 8 mai ou le 15 mai en milieu métropolitain, on va parler plus d'un maximum de 15 enfants dans le local qui va être prévu, dans chaque local, mais tout en conservant quand même le ratio de 10 élèves
par éducateur, par éducatrice. Alors donc, il n'y a pas un local qui va contenir plus de 15 élèves à la fois. Si ce local-là, naturellement, permet la distanciation sociale de 2 mètres par enfant et le ratio de 10 élèves par éducateur devra aussi être respecté et maintenu. Est-ce que les élèves pourront bénéficier du service de garde même s'ils n'y étaient pas inscrits au début de l'année scolaire? Alors là, mettons que les choses ont changé pour vous, vous avez changé de travail ou peu importe, et que là, vous aimeriez que votre enfant aille au service de garde. Alors, à compter du 11 mai ou du 19 mai en région métropolitaine, les services de garde d'urgence seront remplacés naturellement par les services de garde réguliers. Et dans chacune des écoles qui seront alors ouvertes, et ce pour les parents qui les fréquentaient en date du 13 mars, toutes les familles dont les enfants sont inscrits à l'école pourront s'inscrire au service de garde de cette même école en cas de besoin ou selon les modalités établies localement, bien entendu. Le calendrier scolaire. Alors, le calendrier scolaire, est-ce que le calendrier scolaire sera respecté? Il n'est pas prévu de prolonger les classes au-delà du 23 juin, du moins pour le moment. Alors, le calendrier scolaire va être maintenu. Alors, ça va être important. L'horaire aussi. L'horaire. Est-ce que l'école sera offerte à temps plein? Oui. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Si vous décidez que votre enfant retourne à l'école, alors oui, ça sera pour la journée complète. Le service sera offert à plein temps. Est-ce que tous les enfants arriveront au même temps dans la cour le matin? Ça, c'est une question qu'on se pose. On se dit, est-ce que ça va être, excusez l'expression, le free for all? Est-ce que tous les enfants vont arriver un peu à la voix que je te pousse? Alors, il y a déjà des mesures qui sont mises en place, qui sont pensées, des procédures. Alors non, effectivement, le détail de l'horaire de chaque école sera déterminé localement. Il faut comprendre qu'on ne peut pas mettre les mêmes mesures en place pour toutes les écoles du Québec. Premièrement, parce que ce ne sont pas toutes les écoles du Québec qui ont la même clientèle, qui ont les mêmes réalités locatives par rapport aux classes, par rapport à la grandeur des classes, à la grandeur des locaux, par rapport au personnel enseignant qui est disponible en place. Alors, chaque école devra s'adapter à sa clientèle selon la réalité que ces écoles-là, qu'elles ont à ce moment-là. Alors, est-ce que tous les enfants vont arriver en même temps dans la cour le matin? Ça va déterminer localement. Chaque établissement pourra se doter de mécanismes propres, comme je vous disais, dans le respect de sa réalité et afin de respecter les consignes sanitaires. En réalité, les consignes sanitaires sont très claires. On les connaît toutes par la santé publique et naturellement, le milieu scolaire, le milieu d'éducation devra se mouler à ces réalités-là et à ces exigences-là. Pour les élèves handicapés, les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, il y a des parents qui naturellement, qui sont très craintifs, qui sont très naturellement interpellés par cette réalité-là de leurs enfants. Alors, est-ce qu'il y aura la mise en place d'équipes multidisciplinaires pour trouver des solutions aux problèmes de distanciation sociale avec des élèves handicapés ou présentant des troubles qui nécessitent des interventions de proximité? Alors, naturellement, comme ils nous disent, à la suite de l'annonce de la réouverture des écoles préscolaires et primaires, les équipes écoles disposent de plusieurs jours pour préparer le retour en classe des élèves. Il revient à chaque milieu scolaire de déterminer les modalités à mettre en place et d'organiser les services en fonction de sa réalité et des besoins de ses élèves. Alors, il y a des écoles qui ont beaucoup plus d'élèves en difficulté et même qui ont des élèves handicapés. Donc, c'est la direction d'école avec son équipe école qui vont se pencher sur les besoins, ce qui peut être fait pour ces élèves-là, leur clientèle. La situation commande de faire preuve de souplesse et de trouver des solutions adaptées aux clientèles et aux différentes réalités scolaires. Certains élèves ayant des troubles spécifiques, régulièrement une présence 1 à 1, il y a des élèves qui ont besoin vraiment du service 1 à 1 et qui ont des comportements pouvant causer des risques, cracher au visage, baver, être tenus par la main, il y en a qui ont du gavage, des changements de couche, etc. Ça, naturellement, c'est pas la majorité, mais c'est une réalité, c'est un service qui est offert dans nos écoles. Alors, est-ce que l'équipement de protection sera disponible pour le personnel? Est-ce qu'il y aura une procédure à suivre? Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a annoncé la réouverture progressive
et prudente des écoles préscolaires et primaires, en soulignant l'importance de respecter rigoureusement les indications et les recommandations de la santé publique. Toutefois, la situation commande de faire preuve de souplesse pour mettre en place des solutions adaptées aux différentes réalités de la clientèle, de ces élèves à risque, à besoin-là. Naturellement, le ministère est conscient que dans chaque école, ça va être différent. Concernant le matériel de protection et de désinfection qui sera mis à la disposition des intervenants scolaires pour assurer leur sécurité, des précisions seront apportées ultérieurement de concert avec les consignes de santé publique. Donc là, c'est en train de se faire. Pour les élèves qui ont des besoins vraiment plus particuliers, avec du 1 à 1, les élèves handicapés, c'est en train, je pense que c'est ça qui est en train de se mettre encore plus en place par rapport à la sécurité. Donc, soyez très à l'affût de votre école, de la direction de l'école, des enseignants qui vont vous contacter. Ils vont être en mesure de vous dire ce que eux ont mis dans votre école, l'école de votre enfant, ce qu'ils ont pu mettre en place ou n'ont pas pu mettre en place. Tout ce qui devait respecter naturellement les commandes du ministère et de la santé publique. Quels seront les services offerts aux élèves EHDAA, les élèves en difficulté, en troubles d'apprentissage, etc.? Il y a des ajustements, naturellement, qui vont devoir être effectués par les écoles pour les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage. Naturellement, il va y avoir des choses, des ajustements qui vont être faits. Des plans de travail seront proposés et d'autres interventions seront mises en œuvre selon la situation de l'élève. Soutien téléphonique ou virtuel par l'enseignant ou par du personnel professionnel de soutien. Il y a des élèves qui étaient vus par des orthopédagogues, des psychologues, etc. Donc, ces services-là seront maintenus pour votre enfant, seront offerts possiblement différemment, mais tout le milieu scolaire va être là pour donner les services à votre enfant, que ce soit virtuel ou en personne, selon les besoins et selon votre décision. Les plans d'intervention, il y a des élèves qui ont des plans d'intervention à l'école. Est-ce qu'ils seront pris en compte et révisés aux besoins vu la situation? Naturellement, tout a changé. La méthodologie de pouvoir enseigner, la façon, les déplacements et tout ça, les réalités de vos enfants ont changé. Ceux qui ont des plans d'intervention, effectivement, qu'il va y avoir des ajustements. Et à l'aide de leurs équipes, les directions d'école pourront identifier les plans d'intervention qui nécessitent une révision pour les ajuster en fonction des besoins de l'élève. Plusieurs mesures prévues au plan d'intervention peuvent être mises en œuvre, peu importe que l'élève retourne ou qu'il apprenne à distance. Alors même si votre enfant a un plan d'intervention pour vous aider comme parent à la maison, de faire en sorte qu'il se mette à la tâche pour vous aider dans votre rôle de parent, ben oui, le plan d'intervention va pouvoir être maintenu et vous aurez le support, le soutien de l'enseignant et du milieu scolaire, des intervenants qui étaient là pour vous. La santé des élèves, naturellement, ça nous préoccupe, la santé des enseignants, naturellement, qui seront en place, mais ceux de vos enfants, des élèves. Est-ce que les enfants pourront avoir accès aux services des spécialistes? Alors, c'est un peu ce que je vous disais. Effectivement, les professionnels présents dans les écoles pourront offrir les services nécessaires aux élèves présentant des signes d'anxiété ou de détresse. Il y en a pour qui ça va être super agréable de retourner en classe. Il y en a des élèves pour qui ça va être plus anxiogène, ça va être plus difficile. Alors, est-ce qu'il va y avoir des professionnels qui vont être là pour eux? Oui, l'équipe école va être là pour accompagner votre jeune, votre enfant à ce niveau-là. Les mesures sanitaires, les fameuses mesures sanitaires, comment ça va se faire? Les enfants, bon, on a toujours peur que les enfants respecteront pas les consignes. On a peur que les enfants soient entremêlés entre eux et qu'ils vont faire les choses comme ça se faisait avant. Alors, est-ce que le personnel scolaire devra porter un masque, entre autres? Alors ça, c'est la grande question que les enseignants se posent eux-mêmes et que les parents se posent eux-mêmes aussi. À la lumière maintenant là, de ce que le ministère a comme décision en lien toujours avec les recommandations de la santé publique, les mesures qui seront préconisées dans les écoles sont la limitation du nombre d'élèves. Alors c'est comme ça qu'on veut vraiment limiter, éviter la contagion. C'est à un maximum de 15 par groupe et le respect de la distanciation sociale de 2 mètres. Dans la mesure où cette distanciation est possible, bien sûr, il n'est pas nécessaire d'imposer le port du masque à l'enseignant, sauf lors de conditions particulières. Par exemple, les classes avec des élèves à besoins particuliers dont je parlais tout à l'heure. Alors là, il est évident que les enseignants devront porter un masque. Quand les mesures de distanciation
sont respectés. Le port du masque n'est pas recommandé par la santé publique. Les écoles ne seront donc pas approvisionnées en masques, mis à part pour les enseignants qui n'auront pas le choix d'en porter pour des raisons de proximité, pour des raisons de service direct à l'élève du 1 à 1 dont je parlais tout à l'heure. Mais en général, non, il n'y aura pas de masque pour le moment fourni pour les enseignants. Toutefois, pour les enseignants qui seraient plus à l'aise de porter un couvre-visage, certainement que ça va être accepté. L'enseignant qui va se doter, qui va se sentir plus à l'aise à porter un masque, certainement que ça va être accepté là, sans aucun problème. D'ailleurs, le ministère invite tous les enseignants à consulter le port du couvre du visage dans les lieux publics là, sur le site Internet qu'ils ont prévu à cet effet, pour savoir comment le fabriquer, mais aussi comment utiliser adéquatement ce masque-là. Autre question, en ce qui a trait à l'approvisionnement de certains produits liés à la pandémie, est-il possible d'obtenir des assouplissements à la loi sur les contrats des organismes publics? Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous le savez qu'on est dans une grosse machine. Hein? Le milieu de l'éducation est une grosse machine. On pense que c'est le ministère de l'Éducation, vu que c'est lui qui nous annonce, qui est en point de presse avec le ministre Legault, on pense que c'est lui et son équipe à lui, personnelle, qu'on pense que c'est sa garde rapprochée qui va commander les masques pour les écoles, qui va faire les appels aux enseignants, qui va commander le désinfectant pour les mains. Alors naturellement, non. Alors lui, et naturellement, travaille en collaboration avec la santé publique, mais par la suite, il donne les informations, des directives claires aux commissions scolaires en ce qui concerne le réseau public, qui, eux, par la suite, dans le réseau de la commission scolaire, ont plusieurs, naturellement, personnes qui œuvrent chacun leur tâche selon leur département, vont à ce moment-là mettre en information les directions d'école. Et à ce moment-là, effectivement, c'est dans les écoles par la suite que là, on va faire en sorte de répondre à vos besoins selon vos réalités, selon leur propre réalité et selon les besoins de vos enfants. Alors là, il y a des approvisionnements qui vont devoir se faire. Alors là, il y a des assouplissements. Alors c'est important que vous le sachiez. C'est pas à notre niveau, à nous, les parents, les enseignants, mais c'est important qu'on le sache qu'il y a eu des assouplissements au niveau du gouvernement parce que vous savez que toutes sortes de protocoles, hein, quand on veut commander quelque chose en tant que direction d'école, en tant qu'enseignant, juste pour être capable de poser quelque chose avec un marteau puis un clou, on a souvent besoin de passer à travers un long protocole pour être capable de faire installer quelque chose dans notre classe. Alors, c'est certain que ces protocoles-là, ce que je comprends dans ces directives-là, vont être amoindris. Hein, ça va être il va y avoir plus de latitude pour être capable d'avoir tout le matériel nécessaire en peu de temps à travers ces 2 semaines-là pour que les écoles puissent s'approvisionner de façon concrète et que ça puisse répondre à vos besoins. Quelles sont les mesures recommandées pour l'organisation des salons du personnel pour respecter la distanciation sociale? Je vais pas naturellement me détailler là-dessus, je vais le faire dans une capsule pour mes collègues, mais ce que je peux vous dire en tant que parent, vous les parents qui nous écoutez, oui, il y a même des mesures jusque-là en tant que prof, dans la salle des profs, il y aura quand même des directives claires par rapport à qu'est-ce que je fais quand je dois me promener dans l'école et comment je dois me comporter si j'ai à me déplacer dans la salle des profs, entre autres. La mesure de distanciation sociale. Que faire si nous avons de la difficulté à aménager des classes pour satisfaire aux conditions de la direction de la santé publique? C'est vrai qu'il y a des classes qui sont très petites et on se dit même à 15 élèves, à 12 élèves, qu'est-ce qui va se passer? Alors voici les consignes qui sont assez claires. Si les locaux habituellement utilisés pour les classes semblent trop petits pour accueillir le maximum de 15 élèves, en respectant la mesure de distanciation recommandée de 2 mètres, il faudra maximiser l'espace en déplaçant les meubles et en reconfigurant la classe. Alors, le premier mot d'ordre, si la classe est trop petite dans laquelle votre enfant sera attitré, le premier mot d'ordre, c'est qu'on doit rentrer 15 enfants, mais s'il faut sortir des meubles, s'il faut réaménager la classe, il y a des concierges qui vont être là pour le faire, ça va se faire. Alors, c'est le premier mot d'ordre. Par contre, il faudra maximiser l'espace en déplaçant les meubles, effectivement. On pourra aussi considérer l'utilisation de d'autres locaux, hein, dans l'école ou ailleurs, y compris les classes des écoles secondaires. Alors, il faut comprendre que là, nos écoles secondaires sont vides. Hein, les enseignants vont être prêts à aller enseigner au milieu primaire. C'est des pédagogues. Mais les écoles secondaires sont vides. Alors, si une école primaire a des locaux trop petits, naturellement, premier réflexe, on sort des meubles. Deuxième réflexe, on peut utiliser le gymnase
gymnase, parce que naturellement, on ne fera pas malheureusement d'éducation physique. Je comprends que c'est très décevant. On doit choisir nos batailles. Je comprends que c'est hyper important. Sûrement que les enseignants vont trouver une façon de faire bouger à quelque part leurs élèves et que les enseignants en éducation physique vont se retrouver avec des groupes et puis vont faire bouger leurs élèves, bien entendu. Alors, deuxième réflexe, comme je vous disais, on va aller dans les classes non utilisées. Des fois, c'est des classes pour le dîner. Des fois, c'est les classes pour l'éducation physique, les gymnases. Ça peut même être les bibliothèques du quartier. Hein. Il y a beaucoup d'écoles qui sont situées non loin de bibliothèques municipales qui sont présentement fermées. Alors, ces bibliothèques-là ou d'autres milieux publics vont pouvoir être mis à profit pour respecter des groupes de 15 élèves et des milieux d'apprentissage de 15 élèves avec une distanciation sociale de 2 mètres pour chaque élève. Est-ce que les parents qui travaillent dans le domaine de la santé sont visés par le retour en classe? Alors oui, bien entendu, à l'heure actuelle, déjà les enfants du personnel fréquentent déjà le service scolaire. Alors oui, effectivement, ça va continuer là, pour ces gens qui sont déjà au front depuis déjà plusieurs semaines. On parle de 15 enfants par classe. Si le nombre d'enfants voulant aller en classe dépasse 15, comment seront-ils sélectionnés? Alors ça aussi, hein, c'est une autre question que les parents se posent. On dit, mettons qu'on veut tous que notre enfant aille dans la classe de Madame Claudine et que, bon, Madame Claudine, habituellement, elle a 27 élèves. Qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce qui va se passer si Madame Claudine peut prendre seulement 15 élèves et qu'il y a 26 ou 25 de ces élèves qui décident de retourner en classe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon enfant risque de se retrouver dans la classe, dans un autre groupe de 15 avec un autre enseignant? Eh bien oui, heureusement, malheureusement, effectivement, Madame Claudine ou Madame Untel ou Monsieur Untel ne pourra pas prendre tous ses élèves, même si ceux-ci retournent tous en classe. Il va y avoir possiblement une sélection des élèves et l'enseignant va naturellement, en contactant certainement les parents de ses élèves, devoir sûrement prendre des décisions avec sa direction d'école en disant, bon, moi, tel élève est en grande difficulté, je le suivais de telle façon, donc je pense que c'est important qu'il demeure dans ma classe avec moi et les 10 autres, que je vais devoir laisser aller. Naturellement, il va y avoir un suivi, ne vous inquiétez pas. C'est des enseignants souvent de l'école de votre enfant qui les côtoient, qui les connaissent. Donc, les enseignants qui vont arriver nouvellement dans un groupe avec de nouveaux élèves, c'est sûr qu'ils vont être mis au courant des dossiers de leurs élèves. Il faut faire confiance. Ça reste quand même des professionnels, mais oui, ça se peut que votre enfant ne soit pas dans la classe de l'enseignant que vous aviez en début d'année. Il est difficile actuellement de prévoir les besoins naturellement de personnel, donc selon la réponse de la population, des parents, selon la décision de la majorité des parents, naturellement on va faire appel aux enseignants qui sont déjà dans votre école, dans l'école de votre enfant. Il y a les étudiants en enseignement, il y a les stagiaires qui sont habitués, que vous avez déjà vu dans les écoles. Il y a tous les enseignants du secondaire qui ont déjà, je peux vous dire que j'ai des collègues dans le milieu de l'éducation au secondaire qui ont déjà été appelés, sensibilisés, interpellés au fait que nous allons avoir besoin d'eux au milieu primaire. Donc, possiblement des profs que vos jeunes qui terminent peut-être en 6e année cette année vont revoir l'année prochaine comme prof du secondaire. Alors, ça peut être un aspect positif de ce côté-là. Est-ce que des enfants pourraient être refusés pour laisser la place à des élèves en difficulté? Alors, c'est une question vraiment qu'on se pose en tant que parent. Hein. On se dit, bon, mais moi, mon enfant, ça allait bien. Mon enfant, ça se passait bien à l'école. On était chanceux de ce côté-là, mais on est confiant. On n'est pas à risque. On aimerait que notre enfant retourne à l'école, mais si tous les enfants y vont, est-ce qu'on va prioriser les élèves en difficulté? Alors, les élèves vulnérables sont encouragés, naturellement, à revenir en classe dès que possible pour bénéficier d'un soutien pédagogique optimal. Cependant, aucun enfant ne peut se voir refuser l'accès à l'école. Alors, soyez confiants que si votre décision en tant que parent est de faire retourner votre enfant à l'école, qu'il soit vulnérable, en difficulté, performant, premier de classe ou pas, il a le droit, vous êtes en droit de vouloir faire en sorte qu'il retourne à l'école.
Qu'est-ce que les écoles feront si tous les enfants se présentent à l'école? Hein, naturellement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Naturellement, on va faire des groupes. C'est des groupes de 15. Alors, on n'aura pas le choix de faire différents groupes avec différents enseignants. Comment sera organisée l'heure du repas? Hein, mon enfant, j'envoie la boîte à goûter à mon enfant. Comment ça va se passer? Les enfants seront attitrés à un seul local dans l'école. Donc, votre enfant va rentrer à l'école. Il va se diriger dans la classe X avec son enseignant ou un autre enseignant, si c'est le cas. Et tout ce qui va se dérouler dans la journée pour votre enfant se passera dans ce local-là. Donc, s'y dérouleront tant les services d'encadrement pédagogique, les dîners, que les services de garde dans la mesure du possible. Alors, idéalement, les services de garde, le groupe de services de garde, ce que je comprends, ça sera vraiment le même service, le même groupe que la classe qui aura lieu. Alors, votre groupe de 15 enfants devrait être aussi, dans la mesure du possible, le même groupe du service de garde pour votre enfant, si ça peut se faire. Et le dîner va se faire dans ce même local-là pour éviter que les élèves se déplacent. Comment se dérouleront les périodes de récréation? Hein? Une grosse question, les récréations. Comment se dérouleront les périodes de récréation? Lors de l'arrivée des enfants et lors des récréations, les enfants devront rester en sous-groupe d'un maximum de 15 enfants et ne pas initier de jeu avec les autres sous-groupes. L'accès aux modules de jeu demeure interdit. Alors, je crois pertinemment qu'on ne mettra pas 150 enfants, 200, 300, 500 enfants dans la cour de récréation en même temps. C'est une chose très facile à gérer. Je ne crois pas qu'ils vont sortir les jeux et il n'y aura pas d'échange de jeux non plus, mais je peux vous dire que les enseignants sont tellement créatifs, innovateurs, que ça peut être, pour moi-même, avoir surveillé des récrés avec des élèves, je peux vous dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec un groupe de 15 jeunes, tout en respectant les règles, les normes de la sécurité publique qui nous occupent présentement. Est-ce que ça sera possible que mon enfant ne se retrouve pas dans la même classe qu'avant avec un autre enseignant? Oui, je vous le disais tout à l'heure, oui, c'est possible. S'il y a plus que de 15 élèves, les groupes distincts seront formés et effectivement, ça sera dans un autre local, mais naturellement, les équipes écoles se parlent, vous allez être informés de ça, votre enfant aussi, ça va être important d'en parler à votre enfant si on vous a avisé que la situation se présente. Ça va être important d'en parler à votre enfant là, du fait que malheureusement, il ne sera pas dans la classe de Mme Claudine ou de M. Pierre ou pour telle raison, il y a plus de 15 enfants et que, bon, lui, par sa capacité d'adaptation, il va être en mesure, tu vas dans la classe de Mme une telle ou de M. un tel, peut-être qu'il connaît certainement déjà. Alors donc, ça va être important d'en parler avec votre enfant. Est-ce que les activités parascolaires peuvent être maintenues? Alors naturellement, poser la question, c'est y répondre. Aucune activité parascolaire n'aura lieu. Hein, c'est toujours maintenu jusqu'à la fin vraiment de l'année scolaire, la fin de maintenir principalement les services essentiels éducatifs. Donc, la formation à distance, hein, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont faire le choix de laisser les enfants, leurs enfants, continuer l'école à la maison, dans le sens que vous voulez que votre enfant continue ses apprentissages, mais vous voulez que ça se fasse de façon virtuelle. Alors, bien important que vous sachiez que oui, votre enfant pourra autant apprendre que ceux qui auront fait le choix d'envoyer leur enfant en milieu scolaire de manière physiquement. Alors, qui va accompagner ceux qui ne seront pas à l'école si l'enseignant s'occupe des élèves en classe? L'équipe école mettra en place une organisation qui permettra d'assurer la présence en classe tout comme un soutien pour les élèves qui demeureront à la maison. De plus, le ministère s'est engagé à les soutenir. Des formations seront offertes aux enseignants et des mécanismes permettant aux élèves de récupérer leur manuel. Alors, hein, ceux qui se posaient la question, est-ce que mon enfant va être capable de récupérer le matériel scolaire? Oui, ça fait longtemps qu'on en parle. Là, il y a des mesures officielles qui vont être mises en place pour que vous puissiez aller récupérer le matériel scolaire de votre enfant. Des formations seront offertes aux enseignants, donc vous allez pouvoir récupérer le matériel, les cahiers, les effets personnels seront organisés. Aussi, des outils
technologiques seront prêtés aux élèves dans le besoin. Hein, c'est pas tout le monde qui a un ordi à la maison. Alors, vous le savez, le ministre en a parlé. Il y a plusieurs iPads, ordinateurs, du matériel technologique qui va être transmis par plusieurs familles. Ça va être géré par les commissions scolaires, les écoles. Alors, les élèves dans le besoin afin de nous assurer de maximiser les apprentissages en cette période exceptionnelle. Le personnel présentant une condition les rendant vulnérables, justement, au COVID, parce qu'on le dit, hein, la sécurité principale, la sécurité des enseignants et des élèves, c'est ce qui est en priorité dans le milieu scolaire, pour la santé publique. Alors, il y a des enseignants qui sont diabétiques, qui ont naturellement des problèmes de santé, qui ne pourront pas aller en milieu scolaire, même si c'est prescrit. Alors, ceux-là vont être mis à profit et vont rester à la maison, mais ils vont être pourraient possiblement être mis à profit pour s'attribuer de cette tâche et de faire l'école virtuelle en ayant tout le support et tout la technologie nécessaire. La formation à distance sera offerte seulement pour les élèves du secondaire. Non, absolument pas. Alors, si votre enfant est au primaire, que vous décidez de garder votre enfant à la maison, effectivement, le soutien à distance devra également se poursuivre au primaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre enfant, c'est une loi, c'est un règlement. Votre enfant a le droit à l'instruction, a le droit au service d'éducation. Alors, même si vous décidez, étant donné qu'on vous a remis ce choix-là entre les mains, si vous avez décidé de laisser votre enfant à la maison, de le maintenir avec vous, nous devons, dans le milieu scolaire, de vous offrir ce service-là, même s'il est virtuel. Alors, les trousses pédagogiques personnalisées continueront d'être envoyées, naturellement. La plateforme Internet L'École ouverte demeure disponible et l'association avec Télé-Québec, quand Télé-Québec font tellement des belles capsules, je vous invite fortement à aller sur Télé-Québec. C'est vraiment génial, très dynamique comme enseignement. Donc, tout ça va être en vigueur. La formation à distance est également prévue pour les élèves de la formation générale des adultes, alors pour ceux qui se posent la question, et pour ceux de la formation professionnelle aussi. Comment faire pour offrir un suivi ou des cours aux élèves du primaire qui resteront à la maison? Une des solutions qui pourront être mises en œuvre est de brancher la classe. Ça, je trouve ça vraiment génial. Le ministère a pensé à ça, puis ouvre ça naturellement comme possibilité en milieu scolaire. Alors, en œuvre, vraiment, ils veulent mettre en œuvre pour que la classe soit branchée en mode visioconférence en utilisant la caméra d'un ordinateur, par exemple, pour offrir des cours en direct aux élèves de cette classe, de cette même classe, qui sont restés à la maison. Alors donc, vos enfants qui sont à la maison, pour quelque raison que ce soit, selon votre choix, il pourrait y avoir une possibilité que l'école de votre enfant décide de mettre en visioconférence tous les élèves de la classe qui sont demeurés à la maison directement en visioconférence lorsque l'élève donnera son cours. Encore là, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité que le ministère met à la disposition des écoles. Mais tout ça va revenir quand même, cette décision-là va revenir à la direction des écoles, aux directions des écoles et aux équipes écoles. Alors, il se pourrait que votre école décide de ne pas offrir ça, mais ça serait vraiment génial de ce côté-là. Il faudrait alors naturellement aviser à l'avance les familles de l'horaire prévu de certains cours portant sur les matières de base en utilisant les trousses pédagogiques envoyées chaque semaine. Pour les enfants qui resteront à la maison afin de protéger un parent à risque, un parent qui est diabétique, un parent qui est apparemment, qui a le cancer présentement, qui a un problème de santé, comment la participation en classe se passera-t-elle? Caméra en classe pour faire partie du groupe à l'école, écouter l'enseignant ou l'enseignant, suivre la matière où cela sera fait en livre différé, les isolant davantage. Alors, c'est ça qu'on se pose comme question. Est-ce que ces enfants-là, déjà là, qui démontrent, il y a plusieurs enfants qui restent à la maison et qui démontrent déjà des problèmes de régression, de dépression, des petits signes de dépression, de l'anxiété. Alors, il y en a des élèves pour qui ça va être très, très bénéfique qu'ils retournent en classe, je vous le disais dans une autre capsule. Alors, c'est très important de peser votre décision quand vous décidez de le garder à la maison. Alors, mais pour les enfants qui vont rester à la maison et pour faire en sorte qu'ils ne se sentiront pas isolés davantage, pour les enfants qui resteront à la maison, pour ces enfants-là, les méthodes, les outils, les activités sont à la discrétion du jugement professionnel de chaque enseignant. Le soutien pédagogique et professionnel actuellement en place sera maintenu
et bonifié. Alors, naturellement, c'est ce que je vous disais. Il y a plein de choses, il y a plein d'ouvertures, plusieurs possibilités que le ministère met en œuvre et conseille au milieu scolaire. Mais les derniers qui vont prendre la décision par rapport à la façon dont ça va être organisé à l'école de votre enfant, dans la classe de votre enfant, naturellement, ça sera la direction et les enseignants, l'enseignant de votre enfant en lien avec ses besoins. C'est ça qui va primer. Est-ce que les enseignants vont nous transmettre la matière si nous n'envoyons pas nos enfants à l'école? Oui, les enseignants se doivent de vous envoyer à tous les élèves, que ce soit du primaire ou du secondaire, qui restent à la maison, recevront des travaux à réaliser et des suivis hebdomadaires. Des enseignants et des équipes multidisciplinaires seront effectués. Alors, votre enfant est suivi par un orthopédagogue. Théoriquement, il devrait y avoir un contact avec l'orthopédagogue à quelque part pour vous aider pour faire un suivi de votre enfant. La même chose avec les professionnels, les équipes multidisciplinaires de votre enfant, peu importe. Alors, il y aura des contacts même si votre enfant demeure à la maison. Considérant l'obligation de scolarisation jusqu'à 16 ans et que tout est optionnel, comment faire pour que nos jeunes poursuivent leur formation? Je parle des jeunes du secondaire. Là, cette question-là s'adresse plus aux jeunes du secondaire. On le sait, jusqu'à 16 ans, l'élève se doit d'aller à l'école. C'est une loi, c'est un règlement. Vous ne pouvez pas dire, là, naturellement, même si l'offre s'offrait à vous, là, les élèves du secondaire restent à la maison, mais les élèves se doivent d'être actifs dans leurs apprentissages. Les parents se doivent d'accompagner, de sensibiliser leurs jeunes, de faire leur travail de parents, pas un travail d'enseignant, mais le travail de parents en lien avec le fait que le jeune en bas de 16 ans se doit de fréquenter et d'être en contact constant avec son école. Alors effectivement, oui, tout ça est vraiment important. Ils vont pouvoir poursuivre leurs apprentissages à distance. Ils vont bénéficier aussi d'un encadrement pédagogique bonifié et personnalisé. Un plan de travail et des travaux seront fournis par l'école chaque semaine et des suivis réguliers quotidiens dans la mesure du possible seront effectués par les enseignants. Les élèves du secondaire sont plus autonomes. Habituellement, ils vont être en mesure, je sais que parfois c'est pas facile avec un ado, ils sont plus autonomes, ils sont surtout avec naturellement les tablettes, les moyens technologiques, des fois la motivation est pas toujours là. Ça va être le travail du parent plus ardu, mais habituellement, les élèves du secondaire là, vont être plus outillés par rapport à ça. Tous les élèves qui poursuivront leurs apprentissages à distance bénéficieront d'un encadrement pédagogique bonifié et que ce soit les élèves du primaire et du secondaire ou encore les élèves du préscolaire aussi. Il y a du préscolaire, la maternelle, c'est important. Eux aussi, naturellement, ne sont pas oubliés là-dedans. Un plan de travail vraiment va être fait, exécuté pour chacun de ces élèves-là. Alors, j'espère que ces questions-là, il y a d'autres questions générales, je vais voir si j'ai pas d'autres informations que je pourrais vous transmettre. Est-ce que les élèves du primaire pourront avoir accès à du matériel informatique si leurs parents souhaitent qu'ils demeurent à la maison? Oui, le ministre en a parlé. Ça va être naturellement par le biais de votre commission scolaire et de votre école. Ça va être important de signifier ce besoin-là à votre milieu scolaire et c'est à ce moment-là le milieu scolaire qui va vous donner l'information. Les matières, on se questionne sur qu'est-ce qui va être enseigné à mon enfant durant ces 3-4 semaines-là. Est-ce qu'on va mettre toute la fin de l'année, tout ce qui a manqué en 4 semaines? Alors, voici la réponse. Est-ce que toutes les matières seront enseignées? Les élèves consolideront leurs apprentissages. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire consolider les apprentissages? C'est que les enseignants qui vont voir votre enfant, pour le moment, leur mandat est vraiment de consolider les apprentissages, de revoir, de s'assurer que ce qui a été appris avant cette fameuse situation planétaire-là du COVID, c'est de voir où en sont vos enfants avec cet arrêt scolaire-là qui a eu lieu depuis déjà quelques semaines. On consolide les apprentissages. On va démêler des petits nœuds. On va remettre sur la table les apprentissages qu'on avait transmis à vos enfants. C'est ça le mandat des enseignants présentement. On va vraiment consolider les apprentissages et les acquis. Ce qui était là, naturellement, les enfants, parfois, ça oublie rapidement, par chance, parce qu'ils décrochent rapidement. Tant mieux, parce que quand on est adulte, on sait qu'on a de la misère à décrocher. Des fois, même si on est en vacances, on a toujours nos multitâches dans la tête, nos obligations, nos options. Alors, par chance, les enfants tirent la plug rapidement et ça fait en sorte qu'on doit les remettre dans leurs apprentissages. On doit revalider les acquis. Il y en a même qui vont dire « Mon Dieu, je me souvenais pas de ça. Oh non, madame une telle, monsieur une telle. Oh, je me souviens plus comment on faisait déjà cette division-là ou comment. C'était quoi déjà le truc que vous avez enseigné? »
enseigner. Alors, c'est ça qui va être mis en classe, c'est ça. On va consolider les apprentissages, on va venir faire un retour sur les apprentissages, on va aller démêler les nœuds, on va aller remettre vos élèves au centre des apprentissages qu'ils avaient déjà acquis, qu'ils avaient déjà entendus par le biais de leurs enseignants. Et tout ça, ça va être que ce soit à la maison ou dans les services scolaires directement. L'accent sera vraiment mis sur les matières de base prévues au régime pédagogique. Alors, on parle des langues, mathématiques, histoire et sciences. Alors, ce sont vraiment les matières de base qui seront prévues dans le milieu scolaire pour les prochaines semaines. Est-ce que de nouvelles compétences seront enseignées d'ici la fin de l'année scolaire? Alors, ce que je comprends, c'est que non, pas vraiment. Les efforts seront vraiment mis sur la consolidation des acquis, mais ça, c'est très important hein, parce que ça va venir aider les prochaines semaines. Les gens se disent, ouais, mais il reste 3-4 semaines, ça donne rien. Oui, ça va donner quelque chose. C'est pour ça que c'est très important que ça soit à la maison ou que ça soit physiquement en milieu scolaire, peu importe votre décision. Il est très important que votre enfant soit mis encore en contact et baigne dans ses apprentissages et idéalement, principalement avec le milieu scolaire qu'il connaît, les enseignants qu'il connaît, le milieu scolaire qui connaît les besoins de votre enfant, qui connaît où il en est rendu, hein, qui connaît son rythme d'apprentissage, c'est quoi ses défis, c'est quoi ses réalités. Alors, ça, souvent, il y a des parents là, qui vont courir pour les cours en ligne et tout ça. C'est pas mauvais à certains égards, mais là, vous avez le privilège pour les prochaines semaines d'avoir vraiment les enseignants de vos enfants ou du moins des professionnels du milieu scolaire qui vont connaître le dossier de votre enfant et qui vont être en mesure de leur donner des classes, du soutien pédagogique. Alors, ça va être important de prioriser ça dans vos familles et au sein de vos enfants. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? Des tests de dépistage? Non, alors, on en a parlé. Alors, écoutez, vraiment, si vous avez d'autres questions, ça, c'est vraiment, en gros, les consignes qui sont déjà prescrits, qui sont déjà envoyés dans les commissions scolaires. Et là, présentement, à l'heure où on se parle, les enseignants se voient en visioconférence avec leur direction d'école. Les enseignants doivent réapprendre. Il y en a qui sont plus à l'aise, il y en a qui sont moins à l'aise. Donc, il y en a qui vont suivre certaines formations au niveau technologique. Les groupes commencent déjà à se former. Il y a des parents qui ont déjà signifié l'intérêt d'envoyer leur enfant à l'école ou dire non, moi je préfère que ça soit à la maison. Alors tout ça va être démêlé, tout ça va être mis en place. Comme je vous disais dans une autre capsule, une autre vidéo, oui, il va y avoir des ratés. Oui, parfois vous allez sentir que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui n'aura pas été nécessairement respecté à la lettre. Il va y avoir des petits manquements, il va y avoir des ajustements à faire, mais à la base, là, on a en milieu scolaire 2 semaines pour se préparer. Vous savez, une équipe école, des enseignants, des directions d'école, des professionnels de l'éducation, des équipes école, des gens du service de garde, les techniciennes, les TES, les orthopédagogues, les psychologues en milieu scolaire, les éducatrices en service de garde. Quand on n'a pas la présence des élèves en milieu scolaire et qu'on est là à temps plein une journée pendant 2 semaines, on est capable de pas mal se revirer de bord et de se retrousser les manches et d'organiser, de repenser notre milieu scolaire. Alors c'est ça, les 2 prochaines semaines, oui, on est là, les enseignants, il y en a pour qui c'est plus difficile, qui sont plus craintifs. Derrière ces personnes-là, derrière ces enseignants-là, ces directions d'école-là, ces professionnels-là, il y a des êtres humains. Il y a des mères de famille, il y a des pères de famille, il y a des gens à risque, il y a des gens qui ont peur, qui ont le goût de retrouver vos enfants. Il y en a qui sont prêts à aller au front sans aucune inquiétude, qui sont plus solides. Il y en a là-dedans qui sont plus inquiets, qui ont des enfants malades, qui ont des maris malades, qui sont monoparentales, donc qui sont plus craintifs, mais qui seront là quand même pour vos enfants. Alors, ils ont besoin de votre indulgence, de votre confiance, de votre solidarité, de votre partenariat, de votre aide à la maison, que ce soit parce que votre enfant soit à l'école et qu'il a besoin d'être là, d'être en rendez-vous virtuel avec son enseignant. Alors, je peux vous dire qu'on sera prêt dans l'ensemble. Le milieu scolaire va être prêt, vraiment, pour accueillir votre enfant, que ce soit virtuel ou physiquement. Il va y avoir des ajustements, oui.
Il va y avoir, comme je vous dis, des essais-erreurs, mais avec quand même une base très claire, très faisable et selon le milieu scolaire et selon les besoins de chaque élève, selon la réalité des élèves. Je pense vraiment que nous allons tous sortir, les parents, les enseignants, le milieu scolaire, en réalité toute notre société, le monde en général, on va sortir grandi de cette situation-là et le milieu scolaire ne sera plus pareil. Ça va nous avoir amené à changer certaines choses, à s'adapter et je peux vous dire que vos enfants, nos élèves, les premiers, ont une grande capacité d'adaptation. Les enfants ont tellement une grande capacité d'adaptation, vous le voyez des fois quand vous vivez des choses familiales, des séparations de famille, des difficultés familiales, des réalités que votre enfant vit, des fois c'est une maladie, des fois c'est la perte d'un ami, la perte d'un être cher, d'un animal de compagnie. Les enfants, nos enfants ont tellement une capacité de résilience et d'adaptation beaucoup plus que les adultes. Alors, apprenons d'eux et ensemble, on va être capable de vraiment traverser cette fin d'année scolaire-là et on va pouvoir préparer celle qui s'en vient pour septembre. Au plaisir, si vous avez des questions, vous savez me trouver, vous savez où m'écrire. Alors, éducativement vôtre, avec toute ma cordialité et mon désir, ma passion qui est le monde de l'éducation, je vous souhaite un bon retour à l'école, virtuel ou physiquement, à vous, à vos enfants et toute ma solidarité à mes collègues enseignants. Au plaisir.